on s'intéresse aux faits. J'imagine que la plupart d'entre vous, c'est un peu la conception que vous avez de la science. En éthique, on s'intéresse à autre chose, c'est aux valeurs, donc au jugement de valeurs. Et si on veut les caractériser de manière très générale, un jugement de fait, ça prétend décrire la réalité, dire ce qui est, donc dire les choses telles qu'elles sont, finalement. Et c'est pour ça qu'en science, on se base sur des observations, on veut voir comment les choses se produisent dans le monde, et éventuellement développer des théories qui nous permettent d'expliquer et prédire les phénomènes. En éthique, on ne s'intéresse pas à qu'est-ce qui est, mais plutôt à ce qui doit être. Donc c'est une réflexion qui porte sur autre chose. On ne cherche pas à savoir comment les choses sont en réalité, on cherche plutôt à savoir quel serait l'idéal, comment les choses devraient être si on tendait vers un monde plus idéal que le monde dans lequel on est actuellement. Et donc là, évidemment, la validation, ça ne pourra pas, comme en science, être faite sur la base d'observation. Ce qu'on a, c'est plutôt quelque chose comme des critères de cohérence avec des grands principes moraux, puis éventuellement des grands principes qui sont articulés sous forme de théorie. Okay? Donc, un peu de la même manière qu'en science, on fait plusieurs découvertes, et à un moment donné, des avancements importants en science, c'est d'unifier ces découvertes-là à l'intérieur d'une même théorie qui est cohérente. Mais en éthique, on a un peu le même idéal de cohérence, de développer des théories qui mettent en cohérence plusieurs des intuitions qu'on a sur ce qu'on doit faire, ce qui devrait être. Exemple ici de comment jugement de fait et jugement de valeur se complètent et donc comment on a besoin de science et d'éthique pour prendre des décisions. Se faire vacciner permet de prévenir certaines maladies. Si on a un jugement de fait, on peut valider ça scientifiquement. Il est bien de ne pas attraper certaines maladies. Ici, on a un énoncé qui est plus du domaine de l'éthique, du domaine des valeurs, sur ce qui doit être. Ce serait mieux qu'on n'attrape pas de maladie, supposément. Et 3, donc, il faut se faire vacciner. Donc, ce que je veux mettre en évidence ici, c'est que pour arriver à la conclusion, il faut se faire vacciner. Pour avoir un raisonnement qui est complet, ça prend et le jugement de fait qui est ici, et le jugement de valeur qui est là. Et en éthique, ce à quoi on s'intéresse, c'est au jugement de valeur, tel que celui qui est là. Est-ce que c'est vraiment une bonne chose de ne pas attraper de maladie? Bon, dans ce cas-ci, ce n'est pas un jugement de valeur qui concerne l'environnement. Et une grande réflexion en éthique de l'environnement, ça a été concernant la question, vraiment plus que je regarde les trains ici, je regarde celui-là. Donc, la question, est-ce qu'on doit dépasser une espèce de présupposé classique dans l'éthique occidentale qui est l'anthropocentrisme. Donc, vous voyez par les composantes du mot anthropos, l'être humain, centriste, donc une manière d'aborder l'éthique qui est centrée sur l'être humain, c'est-à-dire qui se focalise qui se préoccupe en fait strictement des conséquences que nos actions ont sur d'autres êtres humains. Donc, dans le fond, qui disent les conséquences sur des êtres non humains. Puis là, il y a une variété d'êtres possibles, organismes animaux, organismes végétaux, des entités plus complexes comme les écosystèmes, les espèces, etc. Donc, une éthique non anthropocentrée se préoccuperait des conséquences directes de nos actions sur ces autres types d'entités-là. Et donc, une question qui a traversé l'éthique de l'environnement, c'est est-ce qu'on devrait rompre avec cette idée d'anthropocentrisme et élargir de manière à envisager que parfois, si nos actions ont des conséquences sur des entités non humaines, sans avoir de conséquences néfastes sur des personnes humaines, bien, ça serait néanmoins un enjeu de préoccupation morale. Donc, rompre avec l'anthropocentrisme, ce serait envisager cette idée-là. Donc, pour caractériser ce que c'est l'anthropocentrisme et ce que ce serait de le dépasser, deux concepts qui sont vraiment utiles, c'est les concepts de valeur instrumentale et de valeur intrinsèque. Donc, la distinction entre les deux. On oublie de le mentionner, mais si vous voulez m'interrompre pour poser des questions pendant l'exposé, il n'y a pas du tout de problème. Okay? Même moi, je suis plus habitué à ça, j'aime mieux ça. Là, je vois que il y a un certain message qui passe et ça permet de voir si je dois réexpliquer des choses ou approfondir certaines affaires. Donc, si vous avez besoin de précision, si vous avez des exemples, si vous avez besoin que je réexplique certaines choses. Donc, contraste entre valeur instrumentale et valeur intrinsèque. La valeur instrumentale, c'est la valeur qui possède une chose en fonction de son utilité, c'est-à-dire comme moyen d'obtenir autre chose. Donc, c'est une valeur qui est conditionnelle à l'utilité. Il y
il y a beaucoup de choses auxquelles on accorde de la valeur dans la vie de tous les jours, auxquelles on accorde une valeur instrumentale. En ce moment, le rétroprojecteur, on lui accorde une valeur instrumentale, une valeur en fonction de son utilité, puisqu'il permet d'avoir un support visuel pour la présentation. Donc, il y a plein de choses que vous avez avec vous. Vous leur accordez une valeur instrumentale, et une des conséquences, une implication de la valeur instrumentale, c'est que quand la chose cesse d'être utile, elle cesse d'avoir de la valeur. Donc, le jour où le rétroprojecteur ne sera plus capable de servir à avoir des supports visuels pour des conférences ou des cours, on va s'en débarrasser. On ne va pas le garder. Donc là, je ne sais pas si ça se recycle, mais on va essayer de s'en débarrasser de manière responsable, mais on ne va pas l'entreposer quelque part en disant, non, on n'a pas le droit de détruire une chose comme ça. Oui, valeur instrumentale et continue à l'utilité. Alors que la valeur intrinsèque, ça s'oppose à ça, c'est une valeur qu'une chose possède pour elle-même, indépendamment de son utilité. Donc, là, ici, c'est vraiment la chose elle-même à laquelle on accorde une valeur, et non quelque chose d'extérieur à elle, à laquelle on peut accéder via cette chose-là. Et donc, dans le fond, là, ce serait l'idée de dire une chose, même si elle n'était pas utile, elle mériterait quand même qu'on la prenne en compte. Et en général, pourquoi... c'est quoi le lien avec l'anthropocentrisme? C'est en général, dans l'éthique orthodoxe, l'éthique qui est établie aujourd'hui, c'est seulement les êtres humains qui ont une valeur intrinsèque. Donc, l'anthropocentrisme, c'est une conception éthique qui va partir de cette idée-là, qui va dire quand on se demande si on devrait faire quelque chose ou ne pas faire quelque chose, la question qu'on doit se poser ultimement, c'est comment ça affecte les êtres humains, et si ça les affecte négativement, il ne faut pas le faire, en gros, là. Et si ça les affecte positivement, ça devient acceptable et même souhaitable de le faire. Donc, une éthique anthropocentriste restreint la valeur intrinsèque à l'être humain et accorde une valeur strictement instrumentale à tout le reste. Donc, dans le fond, ça veut dire que les animaux non humains ont une valeur strictement en fonction de leur utilité pour nous. Les espèces ont une valeur strictement en fonction de leur utilité. Et là, la défense de la protection de la nature, qui évoque le concept de service écosystémique, par exemple, est ancré dans une perspective anthropocentriste. On cherche à montrer que les entités qui existent dans la nature ont une valeur instrumentale pour l'humain, c'est-à-dire une utilité pour l'être humain. Et une approche non anthropocentriste élargirait ça et envisagerait d'accorder une valeur non instrumentale, une valeur intrinsèque à d'autres entités que les êtres humains. Oui. Tu donnais l'exemple des services écosystémiques. Oui. Est-ce que tu aurais un exemple cool pour... Un exemple de service écosystémique, j'en ai pas un particulier dans ma tête, mais le raisonnement général, ce serait de dire pourquoi faut pas mener à l'extinction de telle espèce? C'est parce que peut-être en faisant certaines études éventuellement sur cette espèce-là, on va découvrir des choses, un remède pour des maladies par exemple, des choses comme ça. Donc, c'est ultimement en référence à des intérêts pour l'être humain. Les services écosystémiques, peut-être plus à l'échelle globale de l'écosystème, là, ça serait il faut protéger certaines espèces parce qu'elles ont un rôle dans l'écosystème et en accomplissant ces activités-là, éventuellement, elles génèrent des choses qui nous sont utiles, de l'oxygène, une stabilisation du climat ou des choses comme ça. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose. Non, c'est pas comme La pollinisation, c'est un bon service écosystémique. C'est un exemple qu'on sort vraiment souvent. C'est ça. Quoique là, il faudrait voir si c'est un service de l'écosystème ou de l'espèce dans ce cas-là. Mais souvent, quand on parle de service écosystémique, on laisse planer une certaine ambiguïté là-dessus, à mon impression. Ouais. Un exemple de service écosystémique, ce serait par exemple les loups dans un endroit, quand ils sont retirés, ça crée un débalancement au niveau de la chaîne du réseau trophique, du réseau alimentaire. Ça fait en sorte que les ongulés, toutes les serres, vont couper l'herbe sur le bord des cours d'eau, enlève les herbes, l'eau qui passe érode plus facilement, ou ça fait déborder les rivières, là ça crée des inondations, des trucs comme ça. Donc juste le fait d'avoir attiré un organisme crée une suite de chaînes dans l'écosystème qui crée un problème qui éventuellement peut plus tard inonder des champs, des trucs de même. C'est ça. Donc, exemple assez clair de un organisme qui a une fonction dans un écosystème et dont la présence affecte ensuite certains services écosystémiques. Oui? Ça, je me demandais, dans le fond, service écosystémique, c'est pas nécessairement anthropocentriste si on considère que le service peut pas juste
aller dans le sens, mais aussi dans le sens que c'est l'espèce qui nous donne le système. Là, on analyse un peu à fond le concept de service écosystémique. Mon impression, c'est que c'est pas un concept biologique à la base, le concept de service écosystémique. C'est un concept qui a été inventé pour faire de la rhétorique dans la sphère publique, pour essayer d'obtenir des choses des politiciens. Donc, il a été utilisé d'une manière anthropocentriste, mais effectivement, je serais assez d'accord pour dire d'un point de vue biologique, il n'y a aucun fondement pour dire que c'est seulement du point de vue de l'être humain qu'on peut envisager une fonction d'un écosystème comme un service. Donc, à la limite, on pourrait détourner ce concept-là d'une manière non anthropocentriste et là de parler d'un service écosystémique généré pour d'autres espèces. Et en tout cas, là, ici, le pour, il n'y a pas d'intention, évidemment. Ça, c'est l'autre espèce exploite ce service. Oui. J'ose me demander comment on fait pour attribuer une valeur intrinsèque à un objet qui est à l'extérieur d'un cadre anthropocentrique quand on sait que de toute façon, nous-mêmes étant des êtres humains, on est un peu bloqués à l'intérieur, même si on essaie d'être biocentriste, égocentriste, nous sommes des êtres humains, il me semble qu'on est, par essence même, bloqués dans une vision anthropocentrique, même si on essaie de se domestiquer. OK. C'est que là, anthropocentriste, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Et dans un sens plus cognitif, ça serait probablement impossible de ne pas être anthropocentriste, c'est-à-dire, mais là, à la limite, ça peut en venir à... on tombe dans des débats un peu à la limite de philosophie des sciences, c'est-à-dire, ou de philosophie même de la connaissance, c'est est-ce que, quand on cherche à connaître des choses, on est tellement pris dans nos schèmes de pensée, la structure de notre cerveau, qu'on ne peut pas connaître le monde tel qu'il est de manière extérieure à nous. Donc là, on pourrait dire toute connaissance est anthropocentrique au sens où elle est fortement déterminée par notre subjectivité. Des gens qui croiraient en plus à l'objectivité de la connaissance, ben là, ils diraient, malgré ces limites-là, on a quand même des moyens, et la méthode scientifique cherche à développer des moyens précis pour réussir à dépasser ces limites-là et à connaître des choses qui sont extérieures à nous. Donc là, ça serait la question d'anthropocentrisme au plan de ce qu'on peut connaître. Ici, moi, j'aborderais plus la question d'anthropocentrisme au plan de ce à quoi on peut accorder une valeur qui n'est pas relative à nos intérêts à nous. Nos intérêts à nous au sens de ce qui est bénéfique pour nous, ce qui va nous apporter une utilité, au sens très très de base d'une utilité. Donc, à la limite, accorder une valeur intrinsèque à une chose, on pourrait avoir même des exemples de ça qui ne concernent pas l'éthique de l'environnement. Supposons que vous vous êtes fait donner un cadeau par une personne qui vous est chère, je ne sais pas moi, un bijou, un pendentif ou quelque chose, mais la valeur que ce pendentif-là dépasse l'utilité, la fonction de ce pendentif-là comme simplement un outil pour mener votre vie. Ça devient quelque chose qui a une valeur sentimentale pour vous, et là on se rapproche de quelque chose comme une valeur intrinsèque. Donc dans le fond, l'idée de dépasser l'anthropocentrisme, ce serait analogue un peu à accorder ce type de valeur-là à des entités non humaines. C'est-à-dire, c'est pas seulement en tant qu'utile pour moi que je leur accorde la valeur, c'est une valeur qui est différente. C'est comme, ça sera une variante de ça, ça pourrait être quand on dit que quelque chose est sacré, par exemple. On ne peut pas le sacrifier pour l'utilité de quelque chose. Je ne suis pas en train de dire que toute forme de valeur intrinsèque, c'est sacraliser quelque chose, mais disons qu'une analogie qui est pertinente pour un peu saisir la notion, ça pourrait être ça. Je ne sais pas si ça répond un peu à la question. Mais on va pouvoir approfondir un peu plus en voyant de quoi ça a l'air, ces diverses approches-là en éthique de l'environnement. Et donc, anthropocentriste qui veut donner une définition, conception selon laquelle seul l'être humain a une valeur intrinsèque et tous les non-humains n'ont qu'une valeur instrumentale. Donc ici, non-humain, c'est volontairement vague parce que là, ensuite, tout dépendant de présenter en éthique de l'environnement pour les réflexions au plan environnemental étaient moins avancées à cette époque-là. La sensibilité était peut-être pas où elle est aujourd'hui. Et lui, donc, il se heurtait à toute une tradition philosophique qui était radicalement anthropocentriste et qui voulait défendre fortement cette position-là. Et là, il essaie comme de faire voir aux gens que c'était pas si débile que ça, l'idée d'envisager
l'idée d'accorder une valeur intrinsèque à des êtres non humains. Et dans le fond, il a proposé l'expérience de pensée suivante. Il dit, supposons le dernier humain. Et là, c'est une expérience de pensée. L'idée, c'est pas de voir si c'est réaliste comme situation. L'idée, c'est de voir si ça se produisait, quelles seraient nos intuitions à propos de la situation. Qui est un peu comme quand on fait une expérience en laboratoire, on essaie d'isoler le plus possible de facteurs pour voir clairement le lien causal entre deux facteurs, deux variables. Bien, ici, on essaie d'isoler plein de choses de la situation pour voir vraiment, dans une situation précise, quelles seraient nos intuitions. Donc, il dit, supposons une situation où on a le dernier humain sur Terre, il n'y aura plus jamais d'être humain, et ce dernier humain-là, juste avant de mourir, dans un excès de colère, ou pour le pur plaisir de la chose, peu importe sa motivation, il décide de tout détruire, de s'arranger pour qu'il n'y ait plus jamais de vie sur Terre après sa mort. Et donc, non seulement il n'y aura plus d'êtres humains, mais il n'y aura plus de vie sur Terre après, il n'y aura plus d'écosystème après sa mort. Il s'arrange pour faire ça. Et là, la question, dans le fond, qu'il soulève dans son article, c'est de dire si ce dernier humain-là détruisait tout, est-ce qu'il ferait quelque chose de mal? Et là, je peux vous poser la question, ce serait quoi vos intuitions à propos de cette situation-là? Est-ce que ce serait quelque chose de mal de faire ce que ce dernier humain-là envisage de faire? Ben, ça peut être neutre. C'est-à-dire qu'en éthique, il y a ce qui est interdit, c'est ce qu'il ne faut vraiment pas faire, ce qui est souhaitable, ce qu'on devrait faire, et ce qui est juste permis. C'est que si tu le fais, c'est correct. C'est pas nécessairement, tu n'es pas obligé de le faire, tu n'as pas un devoir de le faire, mais si tu le fais, c'est acceptable. Et donc, c'est pas quelque chose qu'on devrait t'interdire. Donc là, ici, moi, je vous demande, c'est quoi vos intuitions à propos de cette question-là? Est-ce que c'est permissif? Est-ce que dans un monde idéal, il aurait le droit de faire ça, ou est-ce que c'est inacceptable ou acceptable ou même souhaitable de le faire? Ouais. Je pense que ça dépend de la perception avec laquelle tu rends cette question-là. Tu peux avoir la perception qui donne une valeur intrinsèque justement aux organismes vivants sur Terre. Donc, vu que celle-ci détienne une valeur au-delà de l'humain, donc si l'humain serait plus là, ben, ça serait le droit de vivre, donc ça serait évidemment mal de discuter dû au fait qu'ils ont une valeur. C'est ça. Évidemment, si on répond que c'est mal, ben, il n'y a aucune manière anthropocentrique d'expliquer, de justifier notre affirmation. Donc, dans le fond, le but de Richard Sylvan, quand il présente cette expérience de pensée-là, c'est qu'il se dit, ben, il y a beaucoup de gens qui vont voir ça, qui vont avoir l'intuition que c'est mal de faire ça. Puis lui-même, il a cette intuition-là. Et il se dit, si on a cette intuition-là, c'est que dans le fond, on n'est pas si anthropocentrique qu'on pense. Et on est plus ouvert qu'on pense à envisager une position non anthropocentrique. Et là, ensuite... La vie, eux aussi, donc ça serait mal de leur priver ce bonheur-là. OK. Bien là, vous êtes déjà dans la réflexion rationnelle. Ouais. On va peut-être aller plus loin dans ce cas-là tout de suite. Parce que l'idée de Richard Sylvan, c'est vraiment de dire de manière pré-réflexive, avant d'entamer la réflexion rationnelle, quelles sont nos intuitions. Là, ensuite, en allant voir plus rationnellement, bien, on va pouvoir voir si nos intuitions peuvent tenir la route une fois qu'on les soumet à l'examen. Okay? Donc, on va aller voir plus loin, puisque vous semblez plus vouloir être dans la réflexion rationnelle que dans les intuitions. Donc, une certaine cartographie de l'éthique de l'environnement, il y a plusieurs, c'est pas exhaustif, c'est pas la seule classification possible, mais c'est une classification que je trouve intéressante parce qu'elle met vraiment en contraste les positions anthropocentristes et non anthropocentristes et ensuite les diverses possibilités à l'intérieur de chaque catégorie. Ou en tout cas, certaines possibilités importantes qui ont nos actions qui affectent les écosystèmes, éventuellement affectent d'autres êtres humains. Bien, juste sur cette base-là, on a un devoir de protéger les écosystèmes. Donc là, ici, on est dans un raisonnement qui reste anthropocentriste, alors que si on explore des positions non anthropocentristes, bien, trois grandes catégories, ce qu'on pourrait appeler de manière générale les éthiques animales, c'est-à-dire les éthiques qui vont dire non seulement les êtres humains, mais aussi tous les organismes animaux méritent qu'on leur reconnaisse une valeur intrinsèque et donc qu'on prenne en considération, on les prenne en considération dans nos délibérations concernant comment on doit agir. Le biocentrisme qui va élargir ça à tous les organismes vivants. Donc ici, on parle des organismes individuels. Et finalement, l'écocentrisme qui va élargir la valeur intrinsèque à un niveau plus holistique. Donc, contrairement au biocentrisme qui est au niveau individualiste, qui va envisager d'accorder une valeur intrinsèque à des entités plus
plus de niveau de complexité écologique, comme les espèces, les communautés, les écosystèmes et éventuellement la biosphère en premier. On en entend quand même assez souvent parler parce qu'il y a un militantisme assez organisé concernant la défense, soit du bien-être animal, soit des droits des animaux. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du manifeste qui circule depuis quelque temps au Québec, les animaux ne sont pas des choses. Donc, c'est un manifeste qui s'inscrit dans une perspective d'éthique animale. Et l'idée, donc, d'éthique animale, de manière très générale, les animaux non humains ont une valeur intrinsèque. Et là, il faut quand même préciser une chose, c'est ici, par animaux, c'est pas nécessairement animal au sens biologique du terme, c'est animal, dans ce contexte-là, c'est comme une manière rapide de dire tout être vivant capable de ressentir de la douleur et du plaisir. Et donc, éventuellement, certains animaux seraient exclus. Il faudrait faire des études scientifiques pour essayer de savoir quels animaux peuvent ressentir du plaisir et de la douleur. Probablement que les huîtres ne ressentent pas de plaisir et de la douleur. Les homards, j'ai l'impression qu'il y a des bonnes chances que oui. Okay? Donc, dans le fond, et là, ici, ça c'est des questions scientifiques, c'est à faire de la recherche davantage là-dessus. Et donc, l'idée ici, c'est de dire les animaux capables de ressentir la douleur, donc qui peuvent être affectés négativement par nos actions, ils peuvent ne pas aimer ce qu'ils subissent, ces animaux-là, il faudrait leur accorder une valeur intrinsèque, donc prendre en compte ce qui est bon ou mauvais pour eux, indépendamment des impacts que ça a sur l'être humain, donc indépendamment des intérêts des êtres humains, élargir notre altruisme aux animaux non humains. Et un argument important qui a été présenté dans les réflexions en éthique animale, c'est un argument formulé par Peter Singer, qui, dans le fond, il s'est dit, ben, si on regarde les raisons qu'on peut invoquer pour distinguer les êtres envers lesquels on a des devoirs et les êtres envers lesquels on n'en a pas, ben, il semble que la capacité à souffrir soit un critère assez défendable et que dans une perspective darwinienne où il y a une évolution des espèces et où il n'y a pas de frontière claire entre les espèces, ben, l'idée de faire une discrimination sur la base de l'appartenance à l'espèce, c'est de la même manière que la discrimination sur la base du sexe ou la discrimination sur la base de la couleur de la peau sont moralement inacceptables. On appelle ça du sexisme et du racisme. La discrimination en fonction de l'espèce est tout autant condamnable moralement, et c'est pour ça que Peter Singer a inventé le mot spécisme pour bien marquer le fait que c'est une forme de discrimination. On n'a pas de raison valable de considérer davantage les intérêts des humains sur les intérêts des animaux non humains. Et il a une intelligence plus développée que les autres êtres vivants, et il montre qu'il y a toutes sortes de problèmes au sens du bien-être. Donc, les welfaristes qui disent qu'on doit faire, c'est améliorer les conditions de vie des animaux. Donc, on peut continuer à les utiliser, mais il faudrait peut-être probablement faire cesser l'élevage industriel, par exemple, qui là, a des impacts trop négatifs sur la qualité de vie de ces animaux-là. Tandis que les abolitionnistes, ils vont dire l'objectif, ça ne doit pas être d'agrandir les cages, mais de les ouvrir. Donc, il n'y a sous aucune considération, on peut réduire des animaux en esclavage pour notre utilité, même si on les réduit en esclavage d'une manière qui ne les traite pas trop mal, ben, ils sont quand même réduits en esclavage, et ça, en soi, c'est inacceptable. Et donc, les abolitionnistes ont une position qui est en rupture plus radicale avec les conceptions, la manière actuelle dont on traite les animaux non humains. Là, je ne sais pas exactement ce qu'ils diraient. Les welfaristes, ils se focalisent beaucoup plus sur les animaux d'élevage. Parce que c'est eux dont on contrôle la qualité de vie. Et donc, ils vont, j'imagine, présupposer que les animaux qui vivent dans la nature ont un seuil assez haut, atteignent un seuil assez haut de qualité de vie. Je crois qu'il y avait d'autres mains levées. Oui. Mais donc, le welfariste abolitionniste, ça va encore avec les deux éthiques, comme tu disais? Plus utilitariste et l'autre déontologique? C'est de trouver une différence qui est éthiquement pertinente. Donc, une différence dont il est légitime qu'elle fasse une différence pour l'éthique. Mais eux, ils en font une entre les moules et les homards. Ils finissent par en faire une à quelque part. Et leur prétention, puis là, ben, c'est là qu'il va y avoir un débat entre l'éthique animale et d'autres approches en éthique de l'environnement. Leur prétention, c'est que la capacité de souffrir, c'est le critère moralement pertinent, la distinction moralement pertinente
parce que ça fait la différence entre des êtres qui peuvent ne pas aimer ce qu'ils subissent et des êtres qui sont complètement indifférents à ce qu'ils subissent. Et la plante, elle, étant donné qu'elle ne souffre pas, je ne veux pas dire que la plante n'est pas contente de ce qui lui arrive. Tandis qu'un animal qui peut souffrir, il donne vraiment pas mal de signes non-verbaux qui nous permettent de supposer qu'ils n'aiment pas ce qu'ils subissent. Okay? Donc, eux, ils vont défendre l'idée que là, il y a une différence qui est moralement pertinente et que c'est ça qui doit faire une différence au plan. C'est pas impossible, mais c'est quand même pas si facile. Dans quelle mesure on peut supposer que dans certaines circonstances, on peut supposer que ce qu'un animal non humain aimerait pas et ce que nous, on n'aimerait pas, c'est semblable, mais dans d'autres circonstances, c'est pas si évident que ça. Okay? Est-ce que vraiment, je sais pas moi, une vache n'aime pas se faire traire? Okay? Bien, ça, c'est difficile à savoir. Est-ce que la vache serait plus heureuse si on le faisait pas? C'est difficile à savoir. Donc là, il y a un enjeu de connaissance ici. Pour opérationnaliser une éthique animale comme ça, bien, il faut continuer, il faut faire beaucoup de recherches. Ce n'est pas nécessairement un problème pour cette théorie-là, mais disons que c'est un enjeu à prendre en considération. C'est que là, ensuite, il y a toutes sortes d'informations qu'on peut chercher à avoir. Et un autre enjeu qui, lui, est plus de nature à avoir des conséquences éthiques, c'est-à-dire sur la plausibilité de la théorie, c'est est-ce que l'éthique animale implique qu'on a un devoir d'abolir la prédation dans la nature? Parce que, dans le fond, si on dit que, mettons un animal-là pour le manger, et éventuellement de rayer les prédateurs de la surface de la Terre et de démanteler les écosystèmes, donc là il y a toute une dynamique des écosystèmes qu'on perdrait, démanteler les niveaux supérieurs de la chaîne trophique, parce qu'on a un devoir de défendre les intérêts des animaux non humains. De la même manière que, si on veut raisonner d'une manière non spéciste, de la même manière que j'ai un devoir d'intervenir quand un humain attaque un autre être humain, j'ai pas juste le devoir de ne pas attaquer d'autres êtres humains, j'ai le devoir aussi d'intervenir, bien j'aurais le devoir d'intervenir quand un animal non humain, ce serait spéciste de ne pas le faire. Et on tomberait dans un genre d'anthropocentrisme inversé, de dire l'humain n'a pas le droit de consommer des animaux, mais les autres animaux ont le droit de le faire. Et donc, un certain enjeu pour l'éthique animale. J'ai beaucoup de plaisir à débattre de cette question-là avec mes amis qui défendent l'éthique animale. Oui? Il y a une différence fondamentale entre un lion carnivore et un humain qui est à la base frugivore et ou omni. C'est vraiment pas la même chose. Et ça serait quoi la différence moralement pertinente? Ben, c'est que nous, biologiquement parlant, on n'a pas besoin de produits animaux pour... Je sais pas, on n'est pas un lion. Genre, juste le fait qu'on soit pas un animal carnivore, qu'on soit pas... Effectivement. L'espèce humaine pourrait continuer en étant végane. Pas le lion ou d'autres prédateurs. Mais là, donc, la question ensuite qui se pose, c'est est-ce qu'on doit faire primer l'existence d'une espèce sur les intérêts des individus qui sont consommés par cette espèce-là? Et des gens qui font de l'éthique animale, ben, ils sont contraints, sur la base de leurs propres prémices, d'arriver à la conclusion que finalement, il faudrait préférer qu'il n'y ait pas, que ces espèces-là n'existent pas. Parce que un prédateur consomme beaucoup de proies dans sa vie. Donc, tu sais, à un moment donné, c'est que tu essaies de faire le ratio du moins pire scénario. Et le moins pire scénario, c'est qu'il n'y ait pas le prédateur. Okay? En théorie, du moins. Okay? Donc, là, on voit que là, on commence à voir qu'il va y avoir des conflits, des tensions entre une approche d'éthique animale et une approche plus égocentriste qui va être axée sur la protection des espèces. On va dire qu'il faut conserver une espèce. Et ça, c'est tellement important qu'on est prêt à accepter que l'existence de cette espèce-là cause de la souffrance aux espèces aux membres des espèces qu'elle prédate. Oui? Oui, bien en fait, ça serait spéciste d'empêcher une espèce de manger une autre espèce parce que ça serait en soi interférer avec justement la nature d'une espèce. Donc, en fait, je crois que ce qui n'est pas spéciste, en fait, c'est justement de dire que nous, de regarder nous, OK, nous, on n'est pas obligé de manger de la nourriture, on n'est pas obligé de manger des animaux pour bien vivre. Donc, dans le but de ne pas causer de souffrance, nous, on peut arrêter d'en manger sans nécessairement intervenir dans la vie d'autres espèces animales. C'est ça. Si on a des raisons de dire que les espèces de prédateurs doivent exister, bien, ces espèces-là, elles ne peuvent pas exister sans faire de la prédation.
alors que nous, on peut exister sans faire de la prédation. Mais là, dans le fond, la question qui reste ouverte, c'est est-ce que vraiment il faut que ces espèces-là existent? D'un point de vue moral, est-ce que c'est plus important que la qualité de vie des proies qui seraient éventuellement consommées par elles? Pour l'écosystème, on dit. C'est ça. Mais là, on tombe dans des considérations écocentristes que les gens qui font d'éthique animale ne veulent pas reconnaître. En tout cas, la plupart d'entre eux ne veulent pas les reconnaître. Il y a beaucoup de mauvais, ouais. Ouais, ben, c'est que nous, quand on arrête de justement consommer des produits animaux, ça vient pas interférer avec le règne animal ni avec l'écosystème. Tandis que justement, si t'empêches telle espèce de t'es tues ou whatever pour qu'ils arrêtent de consommer. Ça, la consommation d'animaux n'a pas un rôle régulateur dans un écosystème. Exactement. Tandis que si tu n'as éliminé les espèces carnivores, ben, ça va perturber tout. Je pense que ça ira plus bien. C'est ça. Donc il y a un enjeu d'équilibre ou en tout cas d'un certain maintien d'une dynamique dans la nature. Oui. C'est encore une histoire d'anthropocentrisme. Encore une fois, c'est les humains de quoi on se mêle. On impose notre propre pensée morale, notre première pensée éthique sur les écosystèmes, les espèces, en disant ben non, on a décidé que ça c'est spécialiste, c'est pas correct ce que vous faites, on vient interférer encore une fois. Donc, mais c'est juste, on est tous des gens, pour la plupart, du département de sciences ici, puis c'est encore une fois où est-ce que on veut parler de moralité sans vouloir regarder la science derrière ça. Puis si on commence à interférer, empêcher les prédateurs de s'occuper de proies, encore une fois, on vient chambrer des écosystèmes. Et on sort d'un domaine éthique et logique et on s'en va dans un domaine plus émotionnel. Ben, c'est qu'eux, ils vont prétendre que c'est leur position qui est éthique et logique. Mais évidemment, là ensuite, il faut voir, faut avoir le débat et voir qu'est-ce qu'on a à trancher. Mais cette idée qu'il ne faut pas que l'humain s'ingère dans les écosystèmes qui manipule toute leur dynamique, ça, c'est une idée que vont avancer souvent les écocentristes, sur lesquels je vais parler tout à l'heure. Il y a cette idée que c'est pas acceptable que l'humain polisse la nature. Fiable, c'est l'agriculture, et l'agriculture qui vise à produire des céréales qui vont nourrir les animaux qu'on va ensuite consommer. Et donc, dans le fond, l'impact global, il semble, serait plutôt positif sur le monde écologique si on s'accepte pour consommer de la viande. Mais mettons, à l'inverse, si c'était l'utilisation, mettons, une cueillette de plantes indigènes qui seraient consommées par l'animal, puis qui ferait en sorte qu'il mangerait moins, puis que ça y affecterait peut-être neurologiquement. C'est ça. Ben, tu sais, c'est que là, le truc vraiment général, c'est un peu ce que je viens de dire. Puis là, ensuite, pour les détails, il faudrait voir. Et, tu sais, c'est la même chose. C'est la même chose pour, tu sais, supposons que des gens consomment des animaux qui vivent en pâturage, et une forme de pâturage qui est en harmonie avec l'écosystème, et donc il n'y a pas d'autres champs qui sont utilisés pour produire de la bouffe pour les nourrir, bien là c'est différent. Là, leur argument basé sur l'impact écologique nuisible de la viande a plus de prise. C'est quand on regarde, il y a une tendance générale, puis ensuite quand on regarde dans les détails, là, il y a plus de plantes de soleil, c'est mauvais pour elles. De la même manière que, même si la plante ne souffre pas, l'effet physiologique sur la plante, on peut observer qui est négatif. On peut observer que la plante réalise moins bien ses fonctions et donc affirmer que même si la plante est indifférente à ce qui lui arrive, c'est quand même mauvais pour la plante de subir quelque chose comme ça. La capacité de souffrir, même chez les humains, c'est pas une ligne qui est parfaite, puisque supposons qu'on me ferait du tort pendant que je suis sous sédatif, et que j'en souffrirais jamais parce qu'on ne me réveille pas, on attend que toute souffrance soit disparue pour me réveiller, mais ce serait quand même un tort qu'on me ferait. Et donc, si on peut me faire du tort sans me faire souffrir, bien, il semble que le critère de la souffrance, c'est pas un bon critère pour tracer une Varner. Si je vous ai mis la couverture du liste, donc il va dire, dans ce réseau trophique-là, c'est pas le lapin individuel qui a une valeur intrinsèque, ce qui a une valeur intrinsèque, c'est tout le réseau écologique qui est formé par ça. C'est l'écosystème. Ça peut s'appliquer à l'espèce humaine lui-même, parce que si on l'applique justement à l'espèce humaine, ça voudrait dire que sacrifier certains individus serait vraiment pas grave pour le bien collectif. Donc la valeur de chaque individu humain elle-même serait plus intrinsèque, vu que ce serait vraiment la collectivité qui prévaudrait sur les individus. Un argument qui a été le plus souvent fait contre l'écocentrisme, c'est celui-là, c'est de dire, des gens qui sont vraiment humanistes, ils vont dire, ben là, il faudrait être prêt à sacrifier des humains pour le bien des écosystèmes. Et, tu sais,
il y a des, peut-être pas des écocentristes, mais des gens qui ont défendu des positions comme ça. Par exemple, vous pouvez trouver sur Internet un texte de Garrett Hardin, qui est, je crois, un écologiste, mais qui s'est intéressé aux questions plus d'éthique de l'environnement. Et il dit qu'il faudrait que les pays riches cessent d'aider les pays pauvres, parce qu'en donnant de l'argent à ces pays-là, ben, ils les encouragent à faire trop d'enfants et ça nuit aux écosystèmes. Et donc, dans le fond, on a un raisonnement exactement un peu comme ce que tu présentais. Il faut être prêt à sacrifier des vies humaines pour le maintien de l'équilibre de l'écosystème. Et les écocentristes que je connais bien, ceux qui ont le plus contribué à développer la théorie, Aldo Leopold et Caldecott. Chaque humain garderait sa valeur intrinsèque en tant qu'individu, mais que les animaux eux-mêmes n'auraient pas de valeur intrinsèque en tant qu'individu. C'est ça. En gros, c'est quelque chose comme ça. C'est de garder l'éthique individualiste entre les humains et de lui ajouter une éthique holiste dans la relation avec la nature. Et là, évidemment, les gens qui font d'éthique animale vont dire c'est du spécisme. Pourquoi être prêt à sacrifier le lapin qui est là, mais pas être prêt à sacrifier des humains? Et donc là, comment les écocentristes peuvent se défendre de cette accusation-là? Donc ça suscite plusieurs... quand on voit, on envisage ces entités-là qui sont de cette ampleur-là, est-ce que c'est juste une construction abstraite de notre pensée ou les écosystèmes existent réellement? Là, qu'est-ce que ça veut dire pour un écosystème exister? Là, on tombe dans toutes sortes de débats de philosophie de l'écologie qui ont traversé l'écologie dès ses débuts. Vous avez chez Clemens, dans ses théories de la succession, parfois des affirmations philosophiques à l'effet que il ne parle pas d'écosystème à cette époque-là, l'écosystème n'existe pas, mais il dit la communauté, c'est un super-organisme qui est plus que la somme de ses parties. Mais non seulement qui est plus que la somme de ses parties, mais plus que la somme de ses parties et des relations entre les parties. Et là, c'est la notion d'émergence. Il y aurait des propriétés émergentes de l'écosystème au sens fort. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça, ou est-ce que finalement les écosystèmes, c'est juste une somme de composantes qui sont juxtaposées? Parce que supposons qu'on dit que les écosystèmes n'existent pas vraiment, ben là, ça va être encore plus difficile de défendre l'idée que ce serait éthiquement acceptable de sacrifier des individus. Sacrifier des individus pour que continue d'exister un truc qui existe juste dans ma tête, ça semblerait assez difficile à défendre. Et donc, les écocentristes vont avoir tendance à vouloir défendre une conception réaliste des écosystèmes, de dire que c'est pas une pure construction de notre pensée, parce que sinon, ça semblerait absurde de dire qu'il faut conserver l'existence de choses qui n'existent pas réellement, qui existent seulement dans nos propres constructions. Je pourrais, en une minute, lancer un peu les bases. Et Eliane avait fait quand même une bonne explication au départ, juste surenchérir un peu. En gros, une espèce charismatique, c'est une espèce qui est attirante, qu'on peut prendre en compte que généralement, les cultures, les êtres humains ont une sensibilité. Un exemple très, très pertinent, c'est les chats sur Internet. Le chat, là, ils viennent chercher, c'est charismatique. Là, ou, quand on va dans les espèces plus naturelles, on a les belugas. Les belugas, on a un sentiment, ils sont cute, ils sont beaux. Tu mets un enfant, à une sortie d'une baleine, puis il va faire « Wow, le beluga ». Par contre, d'autres animaux, d'autres individus, comme les chauves-souris. Les chauves-souris, c'est une espèce qu'on pourrait considérer d'anti-charismatique. Ils ont des ailes, ils sont poilus, des dents, des fois ça fait peur, c'est dégueulasse un peu. Des araignées, ça c'est un meilleur exemple, on va les écraser, on va les tuer parce qu'on en a peur. Donc c'est sûr que si on commençait à mener des luttes environnementales, ben, certains diraient que mener des luttes environnementales en disant sauver les araignées, sauver les chauves-souris, ça marcherait pas fort. D'autres disent qu'il faut aller au-delà de ces considérations, d'arrêter d'utiliser des têtes d'affiche, des porte-drapeaux, puis peut-être de présenter la complexité de l'écosystème, de dire ben c'est pas juste le beluga qu'il faut protéger, c'est toutes les interactions que le beluga a avec toutes les autres espèces, que la moule, autant que le beluga, est un bloc Lego qui fait partie du château qui est l'écosystème. Donc de donner plus d'importance juste parce qu'il est cute, c'est un peu absurde. Donc c'est un peu ces considérations-là qu'on pensait qu'il serait intéressant de discuter. Puis on aimerait vous entendre. Puis personnellement, la présentation qu'Antoine a faite va vraiment, je pense, va vraiment vous aider dans ce débat-là. Donc je vais prendre les tours de parole. Y a-t-il quelqu'un qui a un papier crayon?
emprunter? J'ai pas pensé à ça. Moi, j'en ai. connais pas les noms. Ouais, parce que je connais pas. Ben, non, mais je peux faire monsieur avec la. Et madame. C'est facile d'atteindre les gens parce que ça vient les chercher quelque part. Je pense que oui, ça peut être pratique d'aller utiliser des têtes d'affiche si on veut. C'est vraiment parce que ça porte plus puis ça ajoute un pic de gens. Ben, en fait, une forme de spécisme aussi qui existe, c'est de donner plus d'importance aux animaux domestiques qu'aux autres espèces animales. Puis je pense que ça, c'est justement quelque chose que devrait pas nécessairement être parce que on s'entend qu'il n'y a pas nécessairement une grande différence. Il y a, mettons, les cochons ou les poulets peuvent être beaucoup plus intelligents qu'un chien, par exemple. Fait que je pense que pour sensibiliser les gens d'un peu sur la chose, par exemple de prendre un chat ou un chien ou quelque chose, une espèce charismatique que les personnes se sont attachées pour, mettons, pour défendre justement le droit des animaux de ne pas se faire manger. Je pense que ça peut être intéressant pour, par exemple, mettre un chat dans une assiette ou un chien ou quelque chose comme ça. Je pense que ça a raison d'être parce que c'est ça, parce qu'il n'y a pas de différence en tant que tel, puis que les gens en voient une alors qu'il n'y en a pas vraiment. Ben, moi, je pense qu'utiliser des espèces scientifiques, un peu comme que tu disais, c'est que ça ouvre la porte à la discussion. Ça permet de donner un pied dans l'écosystème qu'occupe cette espèce-là et une fois qu'on a mis l'intérêt à l'espèce, on peut apporter l'intérêt au restant de l'espèce. C'est un peu la difficulté qu'on peut avoir à vouloir protéger une forêt, un marécage, un lieu, avant qu'on commence à impliquer des espèces qui sont considérées un peu plus cute. C'est dur d'amener le débat jusqu'à là. Donc, c'est pas nécessairement négatif. Peut-être que ce qui pourrait être négatif, par contre, c'est de se rester uniquement à l'espèce charismatique ou se retrouver dans des situations où est-ce qu'on veut juste protéger une espèce sans considérer que, sans protéger l'écosystème, on peut protéger l'espèce. Un peu comme la loi sur les espèces protégées dans nos rivières et dans nos lacs et dans la mer un peu assortie, c'est juste des espèces. On travaille avec la morue, on ne protège pas l'écosystème, ça vient poser problème. Donc, il faut utiliser l'espèce charismatique pour amener agrandir le débat, si vous voulez. Moi, ce que je me demande, c'est est-ce que les espèces charismatiques, on trouve charismatiques comme au naturel, ou c'est par, en ayant fait comme plusieurs débats là-dessus, on finit par, en ayant toujours eu des chats ou des chiens domestiques, on finit par les trouver charismatiques. Ça change un peu le débat. J'aurais peut-être une précision, un élément sur lequel peut-être il faudrait réfléchir en arrière-plan de ce débat-là, c'est est-ce que le but de la conservation, à quoi on accorde une valeur intrinsèque? Si on accorde une valeur intrinsèque à quelque chose, est-ce que c'est à l'écosystème dont fait partie l'espèce ou est-ce que c'est à l'espèce elle-même? Parce que si on dit c'est à l'écosystème, ben là on utilise vraiment l'espèce comme représentatrice pour attirer l'attention, un peu comme vous disiez. Puis si c'est ça, ben on ouvre la porte à dire, ben supposons qu'une autre espèce pourrait avoir la même fonction dans l'écosystème, on devrait accepter de la remplacer. Si ça vraiment est difficile d'aborder ensuite, d'aller à l'étape suivante, si tu renforces trop cette idée-là, ensuite d'aller parler d'écocentrisme, des valeurs d'écosystème, mais encore plus l'idée d'inclure l'être humain dans cette problématique-là, d'inclure l'être humain comme un élément de l'écosystème devient encore plus difficile à mon sens. Donc, moi, mon intuition serait plus de limiter au maximum l'utilisation de ces espèces-là et plus d'aller, parce que ça t'empêche, j'ai l'impression que ça limite la compréhension des gens et l'intuition des gens de se voir comme inclus